Bonsoir les amis, les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, comme vous le savez, j'ai le bras cassé. Bon, maintenant c'est en voie de guérison. Là, j'ai mis mon attel pour ce soir parce que j'avais beaucoup plus mal, hein, donc c'est fracturé ici, une double fracture. C'est en voie de guérison, mais comme j'ai vu la physio, c'est qu'elle m'a fait faire pas mal d'exercices assez violents. Elle m'a fait pas mal. Mais voilà, il faut souffrir aussi pour guérir, quoi. Et je suis sur la bonne voie, quoi. Je suis contente. Et l'orthopédiste, je le revois le 25 mars. Donc, on verra ce qu'il va dire. Mais je pense que c'est bon, je suis sur la bonne voie, quoi. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, les amis, bon, je vous avais dit que je faisais la vidéo hier ou dans le courant de cette semaine, comme promis. La partie 2 et la partie finale du thème sur l'asthme. Voilà. Donc, ça fait 9 mois que je vous avais fait la partie 1. Et depuis ces 9 mois, il m'est arrivé beaucoup de péripéties au niveau de la santé, au niveau... j'ai eu souvent de la grippe, des maux de gorge, le bras cassé, ouais, plusieurs petites choses. Aussi pas mal de travail, on a mon travail, donc au niveau professionnel. Donc c'est vrai que je suis désolée, pendant 9 mois, j'ai pas refait la vidéo. Et puis, je vous ai fait attendre un peu longtemps. Donc, encore une fois, veuillez m'excuser pour ce long retard, cette longue attente. Merci beaucoup de votre patience. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous êtes adorables. Et je vous remercie toujours de liker mes vidéos. Ça motive toujours plus à en refaire de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets. D'ailleurs, j'avais préparé dans mon agenda qui est là-bas. J'irai vite le chercher après, quand j'aurai fini mon petit exposé sur l'asthme, partie 2, pour vous dire quel est le sujet de la semaine prochaine. Je l'ai déjà noté. Comme je vous l'ai dit, tous les mardis, une vidéo vous sera faite. Si c'est pas le mardi, c'est dans le courant de la semaine, mais c'est promis. Cette fois, c'est sûr que chaque semaine, je vais suivre YouTube à fond. Je vais vraiment m'y mettre à fond sur mes vidéos YouTube qui comptent énormément pour moi. Et vous comptez énormément pour moi. Parce que pour moi, c'est vraiment important d'être sous les projecteurs, d'être entendu, d'être vu, qu'on puisse m'écouter, que je puisse éventuellement conseiller les gens, que ça puisse aider les gens, que ça puisse aussi les soulager. Évidemment, je ne parlerai pas que de problèmes de santé, hein, comme vous avez déjà pu remarquer, il y aura pas mal d'autres sujets, mais ça peut aussi vous instruire et puis vous renseigner sur des choses que vous ne savez peut-être pas encore. Tout comme moi, hein, j'apprends en faisant mes exposés. Voilà. Donc pour l'instant, mes exposés, comme je vous l'ai dit, je les fais en les lisant plutôt qu'en diaporama. Mais il y aura aussi des diaporamas exposés que je suis en train d'étudier la chose. Si vous voulez, j'arrive à les faire, mais il y a un petit souci, c'est que les textes défilent un peu trop vite. Donc c'est pas très lisible, vous devriez mettre pause à chaque fois. Et c'est pas non plus le but du jeu, entre guillemets. C'est pas le but pour vous de la vidéo de mettre pause tout le temps. Voilà, alors si vous êtes d'accord, on va commencer directement par la suite de où j'en étais restée quand le Natel avait planté. Le Natel en Suisse, c'est le téléphone portable. Hein. Je ne sais pas si en France vous connaissez, c'est une marque. Donc ça, c'est une Atel, il y a le Natel. Voilà, donc désolé si des fois je dis le Natel, c'est le téléphone portable. Mais en l'occurrence, la dernière fois, je filmais avec un autre téléphone portable dont j'avais oublié de mettre une carte SD. Et là, je suis sous iPhone, donc il y a toujours de la mémoire qui est automatiquement en créant un compte au pays pour avoir plus de mémoire. Voilà. Donc, moi, j'avais mis un tiret pour reprendre peut-être là où ça avait bloqué. Je recommence directement toute la phrase, même si ça avait bloqué peut-être à la quatrième, ou cinquième paragraphe. Je préfère reprendre depuis là, quoi. Alors, c'est parti, on va directement s'y mettre, voilà. Parce que j'ai hâte de vous le lire, de vous le raconter et tout. Alors, le traitement de l'asthme. Ben voilà, on en était resté au traitement de l'asthme. Tout comprendre en 2 minutes. Technique d'inhalation. L'utilisation des inhalateurs paraît simple, mais elle demande une certaine technique pour être efficace.
Or, moins de la moitié des asthmatiques utilisent correctement leur inhalateur. Ce qui n'est pas fou, je sais ça. Les différents inhalateurs, aérosols doseurs, inhalateurs de poudre sèche et nébuliseurs, ont chacun un mode d'utilisation particulier. Le médecin et le pharmacien peuvent vous expliquer les bons gestes. Alors, pour les aérosols doseurs, il faut bien secouer l'aérosol et le tenir verticalement. Après avoir vidé doucement les poumons, inspirez lentement et très profondément par la bouche en déclenchant l'aérosol au cours de la première seconde d'aspiration. Il faut ensuite retenir sa respiration pendant 5 à 10 secondes, puis expirer lentement. Ce qui est totalement vrai. Pour moi, les aérosols, je les utilise comme ça. Je n'ai pas cité trop de noms de médicaments. Bon, en Suisse, il y a le Ventolin, mais c'est un petit peu international. Après, il y a aussi ceux qui contiennent la cortisone en même temps. C'est Sérétide, par exemple. Il y a plusieurs noms. Ensuite, les inhalateurs de poudre sèche, genre le nom Turbalair. Je ne fais pas de la pub, hein, je vous lis juste ce qui est écrit. Ces systèmes sont plus simples à utiliser car ils ne demandent pas de coordonner l'inspiration et le déclenchement. Il faut inspirer le plus fort et vite possible, bloquer sa respiration 10 secondes et expirer à l'extérieur de l'inhalateur. Voilà, en l'occurrence j'en ai aussi un, mais c'est une petite capsule qu'il faut mettre dedans, broyer, et ensuite on peut utiliser l'inhalateur de poudre sèche. Mais c'est vrai que c'est efficace. Hein. Ensuite, une chambre d'inhalation. Voilà, elles sont utilisées avec un aérosol doseur chez les enfants de moins de 8 ans et les personnes âgées. Chez les jeunes enfants, l'inhalation se fait avec un masque facial qui doit être maintenu sur le visage pendant au moins 6 respirations calmes. Voilà, donc vous connaissez le système, hein. Il y a la chambre, il y a le petit trou pour mettre l'inhalateur, on presse, et on met ça sur le nez et la bouche de l'enfant, et il respire gentiment dedans. Voilà. La personne asthmatique est de plus en plus mise à contribution dans le suivi de sa condition respiratoire. Par exemple, les personnes souffrant d'un asthme grave peuvent mesurer à domicile leur débit expiratoire de pointe avec un peak flow afin d'ajuster elles-mêmes leur traitement selon les résultats. Une formation doit être suivie au préalable. Donc moi j'ai suivi cette formation, c'est un petit appareil rouge, il est peut-être d'une autre couleur, où on souffle et ça donne notre débit. Donc moi mon débit il est très bas, je ne sais plus les chiffres, je ne vais pas sortir tout ça maintenant, mais vous pouvez aller regarder sur internet ce qui vous renseignera sur exactement le débit qu'il faudra avoir, mais le mien est très faible. La petite coche arrive que là, au lieu de environ là de longueur. Moi j'ai plutôt un asthme grave, mais ça dépend par période. Voilà. J'espère que ça vous fait rien, que je vous montre pas tous ces aérosols et tout, parce que je me dis que de toute façon vous pouvez trouver ça sur Google en photo, et puis que je pense que la plupart des asthmatiques qui me suivent, qui m'écoutent, connaissent ce genre d'aérosol, tout ça, et aussi ce que c'est qu'un peak flow. C'est souffler très fort dans comme un test d'alcoolémie un petit peu en fait, façon de parler. Et il y a une petite flèche qui a dit que notre débit d'expiration, parce que l'asthme, c'est pas à l'expiration, on a l'impression de plus pouvoir inspirer, mais c'est en expirant qu'on n'expire plus assez d'air, et c'est ça qui nous fait suffoquer. Je pense que je vous l'ai lu dans la première partie, d'il y a 9 mois. Médicaments. Il existe 2 catégories de médicaments permettant de contrôler les symptômes de l'asthme. Les premiers, appelés médicaments de crise ou de secours, doivent être pris en cas de symptômes. Ils ont une action de soulagement immédiate, mais ne permettent pas de calmer l'inflammation des bronches. Les autres médicaments constituent le traitement de contrôle ou de fond. Ils doivent être pris tous les jours, même en l'absence de gêne respiratoire,
dès que l'asthme est modéré et persistant. Ils permettent de diminuer l'inflammation des bronches et d'espacer les crises. S'ils ne sont pas pris régulièrement, la fréquence et la gravité des crises augmentent, ainsi que le besoin de recourir aux médicaments de secours. Ce qui n'est pas faux, hein? De nombreuses personnes asthmatiques ne comprennent pas bien la différence entre le traitement de crise et le traitement de contrôle. Assurez-vous d'avoir bien compris à quoi sert chacun de vos médicaments et avec quelle fréquence vous devez les utiliser. Le traitement de crise ou de secours. Les médicaments de crise sont désignés par différents termes, notamment bronchodilatateurs à action rapide ou agonistes bêta-2 de courte durée d'action. Ils sont utilisés uniquement pour soulager les symptômes de crise, toux, oppression thoracique, respiration sifflante et essoufflement, ou avant un exercice physique en cas d'asthme à l'effort. En cas d'asthme léger et intermittent, le traitement de crise peut être le seul médicament nécessaire. Ces médicaments comprennent le salbutamol, ce qui contient du ventolin, ventilastine, Aeromir, Aposalvent, Novosalmol ou la tubertaline, Bricanil. Donc la tubertaline est une autre substance, hein. Le salbutamol, c'est ce que je viens de vous lire les noms de médicaments. Et la terbutaline est une autre substance de médicaments qui contiennent les aérosols. Tels que le bricanil, ils se prennent par inhalation et élargissent les voies respiratoires très rapidement, 1 à 3 minutes. Il existe peu d'effets indésirables s'ils sont utilisés ponctuellement, mais forte dose, ils peuvent entraîner tremblement, nervosité et accélération du rythme cardiaque. Lorsqu'on sent le besoin d'en prendre souvent, plus de 3 fois par semaine généralement, cela signifie que l'asthme n'est pas suffisamment contrôlé. Il faut alors avoir recours à des médicaments de fond pour traiter l'inflammation. Par exemple, en l'occurrence, je prends l'Alvesco, qui est de la cortisone, des corticostéroïdes. Pour une personne souffrant d'asthme, il est important d'avoir toujours son bronchodilatateur sur soi, car une crise d'asthme peut survenir n'importe où, n'importe quand. Il faut le prendre dès les premiers symptômes de crise et attendre au moins 30 secondes entre 2 inhalations. Bromure d'ipratropium en inhalation. Prothèse rarement. Il s'agit d'un anticholinergique qui bloque l'action d'une substance chimique provoquant la contraction du muscle des voies respiratoires, moins efficace que les agonistes bêta-2 en inhalation. Il est parfois utilisé en cas d'intolérance à ceux-ci. Il faut 1 à 2 heures pour obtenir un effet maximal. Donc c'est pas vraiment le top. Les médicaments en traitement de fond de contrôle. Donc à prendre en cas de non-crise d'asthme. Contrairement aux médicaments de la crise ou de médicaments de secours, les médicaments des traitements de fond ou de contrôle ne soulagent pas immédiatement les symptômes. Ils agissent lentement et sont efficaces à long terme pour réduire l'inflammation et la fréquence des crises. C'est pourquoi il est important de les prendre quotidiennement. Mais cela ne veut pas dire que cela peut soigner totalement le ou la patiente. Ce que je peux confirmer. Mais cela peut y apporter un léger soulagement pour certaines personnes, voire un grand soulagement pour d'autres personnes. Corticostéroïdes. Les corticostéroïdes diminuent l'inflammation des voies respiratoires et par conséquent la production de mucus, donc de glaire, de crachat. Ils sont généralement pris à petite dose en inhalation, spray, de façon quotidienne, par exemple Alvesco et Pulmicort.
Le médecin prescrit la dose efficace la plus faible possible. Ils peuvent aussi être pris en comprimé en cas d'asthme grave pendant une courte durée de quelques jours. Exemple, prednisolone, méthylprednisolone ou en injection. En cas de crise sévère ou en cas de crise ou en cas de non-crise comme traitement de fond. Qu'ils soient pris en inhalation ou en comprimé ou en injection, ils agissent de la même manière, mais l'inhalation permet des doses beaucoup plus faibles, une action beaucoup plus localisée et donc moins d'effets indésirables. Cette catégorie de médicaments est la plus efficace pour contrôler l'asthme, ou alors également les injections intramusculaires, c'est-à-dire dans le muscle, la cuisse. Bon, je vous apprends rien, pas dans la veine. C'est-à-dire qu'on peut le faire soi-même, pas par un médecin. Leur effet se fait sentir après quelques jours d'utilisation. Effet indésirable. Pris en inhalation et à dose modérée, les corticostéroïdes ont peu d'effets indésirables, même s'ils sont pris sur une longue période. L'enrouement et la raucité de la voix ou l'apparition de muguet ou candidose, dû à une levure formant de plaques blanches sur la langue, sont les effets secondaires les plus fréquents. C'est pourquoi il faut se rincer la bouche après l'inhalation de chaque dose. Les corticostéroïdes en comprimé ont des effets indésirables plus importants à long terme. Fragilisation des os, risque accru de cataracte, etc. Ils sont réservés aux cas d'asthme grave associés aux autres traitements. Pour ma part, j'en prends, mais le moins possible. Les bronchodilatateurs à longue durée d'action. Ceux-ci sont prescrits en association lorsque les corticostéroïdes inhalés seuls ne suffisent pas à contrôler les symptômes de l'asthme. Les agonistes bêta-2 à longue durée d'action entraînent une bronchodilatation pendant 12 heures. Leur efficacité peut être rapide en 3 à 5 minutes, comme le formoterol, exemple Foradil, Asmelor, ou plus lente au bout de 15 minutes, comme le salmeterol. Cerevent, c'est un nom de médicament. Je ne vous fais pas de la pub, je lis simplement ce qui est écrit, comme je vous l'ai dit. Ils sont utilisés en association avec un corticostéroïde. Il existe, ben voilà par exemple le Seretide en Suisse. Excusez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est ce que je prends. Il existe des inhalateurs combinant les deux types de médicaments, comme le Seretide, ben le voilà. Fluticasone salmeterol. Effectivement, c'est ce qui est écrit sur mon médicament. Combinant les deux types de médicaments comme le Seretide, fluticasone salmeterol. Les combinaisons avec du formoterol à type Symbicort, Innovair et Flutiform peuvent être aussi utilisées comme médicaments de secours, même si elles agissent également sur l'inflammation à long terme. Les otylocotriènes. Je ne connais pas du tout. Prioralement, ils diminuent l'inflammation causée par les leucotriènes, des substances contribuant à la réponse inflammatoire. En France, un antileucotriène est disponible. Le Montolucast, entre parenthèses singulières. Ah oui, j'ai déjà eu un comprimé, effectivement, c'est un traitement à prendre tous les jours, mais ce n'est pas de la cortisone. Au Canada, il existe aussi le Lésaferlulcast, Acolate. Désolée pour les noms, hein, c'est des noms de médicaments, ça c'est compliqué. Ils peuvent être utilisés seuls ou en association avec des corticostéroïdes inhalés. Ils sont indiqués pour prévenir l'asthme à l'effort. Dans les asthmes légers, pour les personnes dont l'asthme n'est pas maîtrisé par les corticostéroïdes, seuls en inhalation, et pour ceux qui utilisent mal leur spray. La théophyline.
C'est le plus ancien des bronchodilatateurs. Exemple, Théostat. Il est aujourd'hui rarement utilisé car le dosage efficace, sans effet secondaire, est difficile à trouver. Il peut être prescrit sous forme de comprimé à prendre au repas du soir chez les personnes qui ont du mal à prendre les sprays. L'anti-immunoglobine E. Cette classe de médicaments est destinée à traiter l'asthme allergique sévère chez les personnes dont l'asthme est difficile à contrôler avec les autres traitements et aussi pour l'asthme de stress, l'asthme dû à un froid accru, l'asthme d'angoisse, l'asthme dû à un reflux gastrique. L'omalizumab, parenthèse Xolair, est le seul médicament de cette classe disponible en 2015. Il est administré en injection sous-cutanée 1 ou 2 fois par mois ou en comprimé 1 fois par semaine. D'accord, bah écoutez, je connaissais pas du tout. Je connaissais qu'il y avait des injections, mais je savais pas du tout que ça s'appelait des auto-immunoglobulines E. Donc ça m'intéresse, je vais aller regarder sur le Google ou le Wikipédia. Il est vraiment important d'utiliser un médicament de contrôle conformément aux indications du médecin, même en l'absence de tout symptôme. Sans utilisation régulière, l'inflammation des bronches persiste et les crises d'asthme risquent d'être plus fréquentes. L'avis du médecin est le docteur Annabelle Kerian, pneumologue. Quand une personne souffre d'asthme, il ne faut pas qu'elle accepte d'avoir des symptômes sans rien faire. Il ne faut pas, par exemple, tolérer un essoufflement, une petite toux, une gêne respiratoire nocturne. Il ne faut pas laisser la maladie évoluer, car si on la laisse faire sans la soigner, elle peut dégrader les bronches au fil du temps, entraînant alors une aggravation permanente des symptômes et dans les cas graves, des surinfections fréquentes et des hospitalisations. Il vaut mieux trouver avec son médecin le traitement minimal et efficace et le mieux adapté. C'est particulièrement important pour les parents d'enfants asthmatiques. Ils sont souvent réticents à donner des médicaments à leurs enfants et cela se comprend. Mais dans ce cas, ils ont tort. Il faut donner à ces enfants la chance de bien développer leur capital respiratoire pour en disposer à l'âge adulte. Et puis, un enfant qui a des signes d'asthme non traités dort mal, a des difficultés en sport et grandit moins bien. Alors qu'avec un traitement, il se sent mieux et préserve ses bronches pour l'avenir. L'opinion de notre médecin concernant l'asthme. Dans le cadre de sa démarche de qualité, Passeport Santé vous propose de découvrir l'opinion d'un professionnel de la santé. Le docteur Jacques Allard, médecin généraliste, donne son avis sur l'asthme. J'ai lu et révisé cette fiche. Elle me semble complète et correspondre aux données médicales actuelles sur la maladie. Je n'aurai donc que peu de choses à ajouter, sinon de bien suivre les conseils qui y sont prodigués. Mais je me dois tout de même d'insister sur le point suivant. Ne négligez pas de traiter votre maladie de façon appropriée et ne vous habituez pas à vivre avec un essoufflement qui peut causer des dommages irréversibles aux poumons. Ne négligez pas de traiter votre maladie de façon qui s'est marquée appropriée. Moi, j'aurais dit inappropriée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Et ne vous habituez pas à vivre avec un essoufflement qui pourrait causer des dommages irréversibles aux poumons. C'est un peu ce que j'ai fait dans l'adolescence, début de jeune adulte. Je suis toujours jeune adulte. Et c'est ce qui a causé mon asthme un peu plus grave qui s'est installé et dont j'ai du mal à faire passer.
Pour mieux comprendre votre maladie, ses conséquences et l'importance de bien la traiter, demandez à votre médecin traitant de vous diriger vers un centre d'enseignement de l'asthme dans votre région. Vous y rencontrerez un kinésithérapeute qui vous renseignera sur la maladie, les mesures préventives à appliquer et la façon de bien prendre les médicaments. Vous ne regrettez pas cette visite. Signé Dr Jacques Allard. L'opinion de notre médecin concernant l'asthme. Tout comprendre en 2 minutes. Donc il s'agit de nouveau du docteur Jacques Allard. C'est son opinion cette fois. Les approches complémentaires de l'asthme. Important. Une approche préventive globale, incluant des changements dans le mode de vie, permet à certaines personnes de réduire leur consommation de médicaments. Les approches non conventionnelles présentées ici visent à améliorer la qualité de vie des personnes asthmatiques en réduisant la fréquence des crises. Elles ne permettent pas de soulager une crise aiguë et doivent être utilisées en complément des médicaments de contrôle, si ceci reste nécessaire. En traitement, le yoga. Alors, degré de certitude, efficacité certaine, selon les patients, évidemment. Association de vitamine C et E, méthode Buteyko. Efficacité probable, selon les patients. Alimentation riche en quercétine, chiropratique, homéopathie, huile de poisson, training autogène, vitamine C, pycnogenol. Efficacité possible, selon les patients. Excusez-moi, c'est écrit très petit, les efficacités, donc je dois bien regarder, malgré que j'ai une bonne vue. Lierre grimpant. Efficacité incertaine, selon les patients. Boswellia, Lobelia, Ginkgo, biloba. Probablement inefficace, selon les patients. Médecine traditionnelle chinoise, recommandations alimentaires. Alors, effet et usage reconnus selon les patients. Magnésium. Approche non recommandée ou alors à étudier avec le médecin, selon les patients. Yoga. Le yoga pourrait contribuer à abaisser la consommation de médicaments chez les asthmatiques de tout âge, tout en améliorant leur qualité de vie, tant sur le plan psychologique, bonne humeur, attitude positive, confiance en soi, etc., que physiologique, détente musculaire, souplesse et force des articulations, santé cardio-respiratoire, etc. Comme l'innocuité du yoga est bien établie, sa pratique semble une intervention thérapeutique intéressante et peu coûteuse, pouvant être utilisée comme adjuvant à la thérapie classique des asthmatiques. Les approches complémentaires de l'asthme, tout comprendre en 2 minutes. C'est toujours le même médecin. Hein. Méthode Buteyko. La méthode Buteyko est une technique de respiration créée en Russie dans les années 1950 par le docteur Buteyko. D'après la vision du docteur Buteyko, contestée par certains, les asthmatiques sont en hyperventilation chronique. Leur taux de CO2 dans le sang et dans les alvéoles pulmonaires serait trop bas. Les exercices de respiration élaborés par le docteur Buteyko visent à respirer mieux,
un rythme un peu plus lent. Selon les praticiens de cette méthode, ces exercices ont permis à plusieurs asthmatiques d'améliorer leur qualité de vie après quelques jours. Une revue systématique visant à évaluer l'efficacité de la méthode Buteyko chez les asthmatiques a été publiée en 2005. Les études recensées font état d'une diminution des symptômes d'asthme et du volume d'air respiré par minute, d'une amélioration de la qualité de vie et d'une réduction de la consommation de médicaments. De manière générale, des exercices de respiration semblent améliorer la qualité de vie et réduire les symptômes des asthmatiques, comme l'a montré un essai clinique en 2009. Les effets bénéfiques n'étaient toutefois perceptibles qu'après 6 mois. Vitamines A, C et E. De nombreuses études ont montré un lien entre l'asthme et un faible taux sanguin de vitamines antioxydants, vitamine A, vitamine C et vitamine E. Plusieurs études ont évalué l'efficacité de la prise orale de tels suppléments pour réduire les symptômes de l'asthme chez des personnes exposées à une forte pollution atmosphérique. L'étude regroupant le plus de sujets a été réalisée auprès de 158 enfants asthmatiques habitant la ville de Mexico. Pendant 1 an et demi, un groupe prenait des suppléments de vitamine C et un autre groupe un placebo. Donc, vous savez ce que c'est un placebo, hein? C'est un médicament, ou ce n'est pas un médicament, c'est comme un médicament, mais c'est du camphre, il n'y a rien. Certaines personnes de la fonction pulmonaire, évaluées hebdomadairement, étaient améliorées par la prise des vitamines C, 250 mg par jour, et E, 50 mg par jour. Cependant, cette efficacité est controversée, car d'autres ont montré que cette supplémentation n'entraînait aucun bienfait. De plus amples essais cliniques sont donc nécessaires. Note: la fumée de cigarette réduit les taux de vitamine C et E dans les poumons. Donc apparemment, il ne parle pas du placebo pour le moment. Je pense que ça veut dire que c'était inefficace. Vitamine C. La prise de suppléments de vitamine C pourrait réduire l'asthme induit par l'effort. Mais encore peu de données scientifiques appuient une telle recommandation. Lors d'une étude, les participants ont reçu 500 mg de vitamine C ou un placebo durant 2 jours, avant de se soumettre à l'exercice. La prise de vitamine C a réduit la contraction des bronches durant l'exercice. Cependant, en 2009, une méta-analyse a conclu qu'il n'y avait pas assez d'essais cliniques fiables pour recommander une telle supplémentation. Ah ben voilà, on y vient. Quant aux personnes qui ont pris un médicament, entre guillemets un médicament, placebo, leur asthme n'était pas du tout soulagé. Ce qui prouve que ce sont des vraiment réelles personnes asthmatiques. Ben voilà, on y est venu. Acupuncture. Une revue systématique est une méta-analyse publiée en 2004. Conclut à l'insuffisance de preuves qui permettraient de recommander l'acupuncture dans le traitement de l'asthme, même si certaines études indiquent une efficacité possible. Les résultats observés sont contradictoires et la qualité des études souvent insuffisante. Aliments riches en flavonoïdes. Les flavonoïdes, dont la lutéoline, l'apigénine ou la quercétine, ont des effets antiallergiques obtenus par l'inhibition de la libération d'histamine, la libération d'histamine anti-inflammatoire et antioxydant. Plusieurs études ont révélé que l'asthme est moins répandu chez les personnes ayant des apports élevés en flavonoïdes dans leur alimentation, obtenus notamment par une consommation importante de fruits et légumes. Chiropratique.
Selon 3 revues systématiques, il n'y a pas de preuve que la chiropratique puisse être un traitement efficace contre l'asthme, bien que certaines personnes en ressentent les bienfaits. Homéopathie. Il existe peu de recherches scientifiques publiées sur les effets de l'homéopathie sur l'asthme. Une équipe de l'Université de Glasgow, en Écosse, a démontré que la dose de 30 ch de pollen et d'acarien était plus efficace que le placebo pour traiter respectivement le rhume des foins et l'asthme. Alors, je vous dis que pour moi, le rhume des foins, c'est efficace, le pollen 30 ch. Pour l'asthme, pas du tout. De plus, une méta-analyse démontrant un effet positif porte à controverse et une étude réalisée sur 186 sujets souffrant d'asthme causé par des allergies aux acariens conclut à l'inefficacité du traitement homéopathique octroyé. En 2004, une méta-analyse regroupant 6 essais et 756 patients a conclu que les données étaient insuffisantes pour conclure à l'efficacité de l'homéopathie contre l'asthme. Huile de poisson. Des chercheurs estiment que la faible part des oméga-3 de l'alimentation des Occidentaux, notamment en raison de l'omniprésence des oméga-6, pourrait être une cause de la hausse du nombre de cas de troubles allergiques dans les sociétés modernes. Asthme, rhinite allergique, allergie cutanée, eczéma atopique, etc. Il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse en ce qui concerne l'asthme. Une vingtaine d'études de faible envergure ont été effectuées. Les résultats sont mitigés et l'ensemble des données ne permet pas de conclure à l'efficacité des huiles de poisson, bien que plusieurs études aient donné des résultats encourageants. Une méta-analyse de 10 essais aléatoires, conduite en 2006, a estimé qu'il était impossible de conclure à une quelconque efficacité des suppléments d'oméga 3 sur l'asthme. Training autogène. Une méta-analyse de 60 études, dont 35 aléatoires contrôlées, a défini les mots pour lesquels le training autogène se révèle particulièrement efficace. L'asthme en fait partie. Toutefois, ces conclusions portent sur peu d'études dans le cas de l'asthme. 3 études contrôlées et aléatoires portant sur un total de 93 sujets. Les effets bénéfiques rapportés sont, selon le cas, une amélioration des fonctions pulmonaires, une baisse de l'anxiété et une diminution de la quantité de médicaments nécessaires. Pycnogénol. Plusieurs études préliminaires menées sur un petit nombre de personnes asthmatiques indiquent que le pycnogénol peut être utile pour traiter cette affection. Ainsi, une étude menée auprès de 60 jeunes de 6 à 18 ans souffrant d'asthme léger à modéré a montré que la prise de pycnogénol, 1 mg par livre de poids corporel durant 3 mois, diminue les symptômes de l'asthme et le recours aux bronchodilatateurs. Lierre grimpant. La Commission reconnaît l'utilisation des feuilles de lierre grimpant pour traiter entre autres les inflammations des voies respiratoires. Le lierre faciliterait l'expulsion du mucus et diminuerait les spasmes bronchiques. Une revue systématique conduite en 2003, regroupant 3 essais cliniques, a montré que les préparations à base d'extrait de lierre amélioraient la fonction respiratoire chez les enfants asthmatiques. Dosage. Les feuilles de lierre grimpant doivent être prises par voie interne. Voir la fiche lierre grimpant pour le dosage, par exemple sur Google. Pharmacopée chinoise. De nombreuses études et méta-analyses ont évalué l'efficacité de préparation d'herbes chinoises pour le traitement de l'asthme. Plusieurs d'entre elles semblent avoir des effets bénéfiques, notamment Main Dong Tang, Liu Wen Di Yongban
Shen Lin Bia Shu San ou Wen Yang. Pour en savoir plus, consultez le document sur Google l'asthme en médecine chinoise. Boswellia. La résine de Boswellia qui exude du tronc de ce grand arbre originaire de l'Inde est utilisée en médecine ayurvédique pour traiter l'inflammation des voies respiratoires. Il semble que la résine de Boswellia inhibe la production de certaines substances pro-inflammatoires de l'organisme humain, notamment les leucotriènes, qui interviennent spécifiquement dans la bronchoconstriction. Excusez-moi pour le broutage de certains termes médicaux qui ne sont pas évidents, hein, c'est normal. Une étude préliminaire laissant entendre que la Boswellia améliore la fonction respiratoire des asthmatiques. Dosage. Prendre de 300 mg à 400 mg de Boswellia 3 fois par jour. Les capsules ou comprimés sont généralement composés d'un extrait de résine standardisé à 37,5% d'acide boswellique. Remarque. Les effets thérapeutiques peuvent mettre de 4 à 8 semaines avant de se manifester pleinement. Ginkgo biloba. Une étude préliminaire a montré que du concentré de feuilles de Ginkgo biloba, 15 g 3 fois par jour, permettait d'améliorer la fonction pulmonaire chez des patients asthmatiques. Plusieurs études menées chez les souris appuient l'efficacité du ginkgo pour réduire l'inflammation des bronches. Lobelie. Les fleurs de la lobelie étaient utilisées traditionnellement par voie interne pour traiter certaines affections respiratoires, comme l'asthme et la bronchite chronique. Elles facilitent la respiration en favorisant l'expulsion du mucus ou des glaires, qui sont la même chose, et en diminuant les spasmes des bronches. Une méta-analyse publiée en 2010 rapporte les effets bénéfiques de cette plante sur les symptômes et la fonction respiratoire des asthmatiques. Son usage est limité dans le temps par des effets secondaires gastro-intestinaux. Dosage. On peut l'utiliser par voie interne, en infusion, en extrait de fluide ou en teinture. Voir la fiche sur Google Lobelie pour en savoir plus. Donc Lobelie. L-O-B-E accent aigu L-I-E. Mise en garde. À forte dose, la plante est vomitive et toxique. Alors attention. Recommandations alimentaires. Voici quelques conseils du naturopathe J.E. Pizzorno afin de réduire les symptômes d'asthme. Éliminer les allergènes de l'alimentation. Les allergies alimentaires, 8,5% des enfants asthmatiques. Pardon, je me suis trompée de paragraphe, excusez-moi. C'est vrai que je suis aussi sous anti-inflammatoire pour mon bras, j'ai sauté une ligne. Je reprends. Éliminer les allergènes de l'alimentation. Les allergies alimentaires provoqueraient ou exacerberaient l'obstruction des bronches chez 2% à 8,5% des enfants asthmatiques. Voilà, excusez-moi. La réaction aux aliments déclencherait une crise d'asthme instantanément ou à retardement. Les œufs, les poissons, les crustacés, les noix, en ce qui me concerne, les noix, c'est l'horreur, et les arachides déclencheraient une crise immédiatement, tandis que le lait de vache, le chocolat, le blé, les agrumes, les additifs alimentaires, colorants, agents de conservation, sulfites, etc., le soya, le citron et le maïs le feraient à retardement. Le docteur Edzard Ernst affirme que l'adoption d'une diète de rotation
peut aider à découvrir les aliments allergènes qui induiraient l'asthme. Note: plusieurs études cliniques se sont penchées sur le cas de la tartrazine jaune numéro 5, un des colorants alimentaires les plus utilisés, soupçonné de causer des allergies. En 2001, une synthèse de 6 études contrôlées et aléatoires concluait que la majorité des asthmatiques qui excluent la tartrazine de leur diète n'observent aucun bénéfice. Les personnes particulièrement sensibles à ce produit sont rares. Évitez les aliments pro-inflammatoires. Les gras saturés, contenus principalement dans les produits d'origine animale, la viande, la volaille et les produits laitiers. Les produits raffinés et le sucre, car ils contribuent à l'obstruction des bronches. Favorisez plutôt les légumes frais, les céréales entières, les légumineuses, les oignons et l'ail, à moins d'allergie à ceux-ci. L'oignon et l'ail sont riches en vitamine C et en quercétine, deux substances qui posséderaient un effet anti-allergique. Magnésium. En médecine classique, on administre le magnésium par voie intraveineuse en cas de crise aiguë, mais les résultats de 2 essais cliniques menés auprès de plus de 300 sujets indiquent que le magnésium n'a aucun effet clinique sur les symptômes de l'asthme. Les sites d'intérêt et groupes de soutien concernant l'asthme. Pour en savoir plus au sujet de l'asthme, passeportsanté.net vous propose une sélection d'associations et de sites gouvernementaux traitant du sujet de l'asthme. Vous pourrez ainsi trouver des renseignements supplémentaires et contacter des communautés ou des groupes d'entraide vous permettant d'en apprendre davantage sur la maladie. Avant, je regardais, j'ai pas tourné les pages, je regardais juste ce qui restait pour que je sois à peu près dans les délais, pas que la vidéo soit trop longue non plus. Je sais que les abonnés n'aiment pas quand c'est trop long non plus. Site d'intérêt, Canada, Association pulmonaire du Canada, comprend un centre de ressources pour l'asthme, www.poumon.ch, poumon singulier. Les sites d'intérêt et groupes de soutien concernant l'asthme. Tout comprendre en 2 minutes. Association pulmonaire du Québec, organisme sans but lucratif, membre de l'Association pulmonaire du Canada. Leur site web grand public contient une foule de renseignements pratiques pour promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies. www.pq.poumon.ca. Je répète, www.pq.poumon.ca. Asthme à la carte, une source fiable pour qui veut en apprendre davantage. Les principaux mythes entourant l'asthme, les effets de la maladie sur le système respiratoire, etc. On peut tester nos connaissances en ligne avec des jeux interactifs. Des médecins de l'Université Laval, au Québec, en sont les auteurs. Inscription obligatoire gratuite. www.savi.ch. Donc Savi, S-A-V-I-E.ca, pas CH, pardon, j'ai confondu avec la Suisse, moi, .ch. Donc www.savi, donc comme Savi, ta vie, S-A-V-I-E.ca. Ça m'intéresse d'aller voir, voyez. Réseau québécois de l'asthme et de la MPOC. Ce réseau résulte du regroupement du réseau MPOC, maladies pulmonaires obstructives chroniques, et du réseau québécois de l'enseignement sur l'asthme, site désigné aux professionnels de la santé. www.rmpoc.ca.
Site destiné au grand public, www.asthme-Québec, QUEBEC.ca. Société canadienne de l'asthme. Depuis 25 ans, la Société canadienne de l'asthme bénéficie de l'aide d'experts et offre plusieurs documents éducatifs aux personnes atteintes d'asthme sur leur site internet. Société canadienne de l'asthme, en anglais, www.asthma.ca, donc ASTHMA.ca. Site pour enfants en anglais, www.asthma-kids.ca, donc ASTHMA-kids, KIDS.ca, Canada. 4 saisons de l'asthme, www.4saisons, alors c'est en anglais, alors 4, donc tourne un mot, SEASONSOFASTHMA.ca. Je répète, 4 saisons de l'asthme, le site internet www.4, donc en chiffres, hein, SEASONSOFASTHMA.ca. Naître et grandir.com pour trouver de l'information fiable sur l'asthme et sur les traitements appropriés pour les enfants. Le site naître et grandir.net est tout indiqué. C'est un site consacré au développement et à la santé des enfants. Les fiches sur les maladies sont révisées par des médecins de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal et du Centre hospitalier universitaire de Québec. Naître et grandir.net, tout comme passeportsanté.net, fait partie de la grande famille de la Fondation Lucie et André Chagnon. www.naître et grandir, donc en un mot.com. Guide santé du gouvernement du Québec. Pour en savoir plus sur les médicaments, comment les prendre, quelles sont les contre-indications et les interactions possibles, etc. www.guide santé, sans e aigu, hein, guide santé, alors guide et sante.gouv.qc.ca, www.guidesante.gouv.qc.ca. France. Association Asthme et Allergie. Le but de cette association est d'informer et de soutenir les patients asthmatiques, les parents d'enfants asthmatiques, ainsi que les médecins et les professionnels de santé. www.asthme-allergie.org. Concernant les médicaments guide santé du gouvernement du Québec, les médicaments, je vais aller voir, je me suis mis une petite croix. Carenity.com. Carenity est le premier réseau social francophone proposant une communauté dédiée à l'asthme. Elle permet aux patients et à leurs proches de partager leurs témoignages et leurs expériences avec d'autres patients et de suivre l'évolution de leur santé. Ça m'intéresse aussi. www.carenity.com. Carenity. C-A-R-E-N-I-T-Y. Carenity.com. États-Unis. National Asthma Education and Prevention Program. Un site américain très beau et très bien fait. Le questionnaire permettant de trouver les recherches scientifiques
publié sur un sujet donné. Par exemple, l'effet d'un traitement médicamenteux sur l'asthme d'un enfant, d'un jeune adulte ou d'un adulte de plus grand âge, etc. est un modèle du genre. Il permet aussi de se rendre compte que les recherches sur les approches alternatives et l'asthme sont très rares, malheureusement. 3 fois W, N, H, L, B, I, S, U, 2, P, O, R, T.com. Je suis pas prête. Je suis prête dans 5 minutes. Donc je répète, 3 fois W, N, H, L, B, I, S, U, 2, P, O, R.com. Excusez-moi, c'est ma maman qui est venue parce que je dois prendre une douche. Et à cause du bras cassé, ben, elle m'aide à me laver les cheveux. C'est pas évident. Et vu que l'heure tourne, ben, elle m'a demandé, t'as vu l'heure, mais pas en mal. Hein. Je comprends, elle est aussi fatiguée, elle aimerait aller se coucher. Donc, ne vous en faites pas, c'est une maman adorable, elle est chou. C'est celle qui fait partie d'une vidéo sur Donzeboom, retraite, départ, où elle fait toute une chorégraphie, où elle quitte l'entreprise. Elle est très adorable, mais bon, là, elle s'inquiète un peu pour l'heure, parce qu'elle doit m'aider à me baigner, me doucher. J'arrive pas encore à utiliser bien mon bras, donc je la comprends. Groupe de soutien. Ah, pardon. Tout ceci sont des sites internet de groupes de soutien. Pardon, ça m'a un petit peu déconcentré maintenant. Eh bien, j'ai terminé. J'ai terminé avec l'exposé sur l'asthme. Je suis au début. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir fait cet exposé pour vous. Je vais vite chercher mon agenda pour vous dire le thème de la semaine prochaine. Je comprends, il est 23h10 et je comprends que c'est l'heure qu'elle m'aide, mais bon, quand je lui ai dit, je fais pas long. Hein. Jusqu'à qu'elle m'aide à me frotter les cheveux et le reste, j'arrive, quoi. Donc voilà le Cérétide que j'utilise chaque jour d'office avec un compte à rebours de combien il reste de possibilités d'inhalation. Voilà, il souffle comme ça. Toujours l'agiter avant, expirer. Inspirer avec légèrement la tête en arrière, il ne précise pas, mais ça c'est important. Retenir la respiration si possible. En cas de crise, c'est difficile. Mais quand c'est pour la prévention, ben, retenir 10 secondes la respiration et expirer lentement. Voilà. Donc, le sujet de la semaine prochaine, parce que moi je préfère les planifier. Hein. Déjà, vous êtes contents, vous vous réjouissez de savoir de quoi je vais parler. Ce sera sur la corruption. Et en plus, ça tombera le jour de mon anniversaire. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire ce soir-là, mais je pense que oui. Je vais avoir 37 ans. Je sais, je ne les fais pas du tout. Je fais beaucoup plus jeune. Mais tant mieux, je préfère faire beaucoup plus jeune. Voilà. Et après, ben, j'ai la suite des autres sujets que j'ai déjà prévus, qui ne parlent plus de maladies, sur d'autres sujets. Bon, écoutez, je vous dis aussi le sujet du 30 mars. Je vous dis toujours 2 sujets. Ce sera sur le racisme. Bien sûr, ce sera toujours des vidéos comme la corruption. Je ne peux pas faire des vidéos de 3-4 heures. Ce sera un ensemble d'exposés que je vais raccourcir et mettre le plus important en bloc. Voilà. Comme l'asthme, je l'avais étudié, là, mon exposé. Et comme j'ai laissé couler 9 mois, je ne me souvenais pas de tout. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu du mal à vous relire les thèmes médicaux et tout ça. Normalement, je les apprends bien avant de passer devant la caméra. Mais là, le temps pressait. Et comme je vous avais promis de le faire, voilà. Je trouvais normal de continuer mes vidéos. Donc, 23 mars, le thème est sur la corruption. Le 30 mars, sur le racisme. Ensuite, je ne vous les dis pas. Je regarde juste si j'ai noté. Oui. Sujet très intéressant. Ah oui. J'en ai encore prévu 2 autres pour après.
Et ensuite, je vais réfléchir et à la suite, chaque fois à la suite, je note sur quoi je vais faire mon exposé. Ben, sur ce, les amis, les abonnés, j'espère que la suite de la partie 2 de mon exposé, la partie finale, vous a plu, que vous allez liker la vidéo et que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne vont s'abonner. Ça me ferait un plaisir terrible. Vraiment, j'en serais honorée. Je suis désolée, je vous laisse un petit peu en vitesse. C'est vrai que la vidéo a duré déjà 1 heure, ça passe vite. Et comme je vous ai dit, pour moi, les vidéos maximum 1 heure, 1 heure 15, c'est déjà beaucoup. Normalement, j'aime mieux 30 minutes à 45 minutes. Et là, comme ma maman m'attend, parce que c'est, vous voyez, la torsion du poignet pour laver les cheveux, c'est pas évident. Pour gagner du temps, elle m'aide à me boucher. Elle est chou. Pourquoi je suis chez mes parents, je vous ai déjà expliqué, à cause de mes problèmes de névralgie d'Arnold qui sont violents, que j'ai souvent. Et puis aussi au niveau du revenu actuel, quoi. J'attends toujours des prestations de l'assurance invalidité, on verra ce que ça donne. Alors, bah, sur ce, les abonnés, les amis, j'abrège ma vidéo. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté et de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette partie 2 finale sur l'asthme que j'ai enfin pu terminer. Et j'espère que cela aura pu vous conseiller, vous aider. En tout cas, moi, je l'ai relu et ça m'a vraiment donné de nouveaux conseils, de nouvelles astuces que je vais essayer. Je ne me souvenais pas parce que ça fait 9 mois que j'ai étudié le cas. Donc moi, je vais regarder ça. Dès que j'ai un peu de temps, je vais étudier tout ça. Alors, je vous laisse sur ce, les amis, les abonnés. Je vous aime très fort. Je vous fais plein de bisous. Et ben moi, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo, mais pour moi, c'est ce qu'il en est. Voilà. Et j'essaierai de m'en tenir à mardi 23 mars, sinon c'est mercredi ou jeudi. Si c'est pas le mardi, c'est dans la semaine. Mais dans la semaine, promis. Sauf hospitalisation ou un truc grave, important, quoi. On est bien d'accord. Je vous laisse, je vous embrasse. Bisous, bisous, à bientôt. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, mardi 23 mars. À plus, bisous, bisous, je vous aime fort.